disait, Grothendieck, c'est désespérant parce qu'il me faut 3 ans pour comprendre son séminaire d'une seule année. On voit mal quel mathématicien dans l'histoire avait réellement et ouvertement, et avec autant de succès et de richesse, eu la même approche que lui. On pense à Euclide. En août 1991, Alexandre Grothendieck, généralement considéré comme le mathématicien le plus visionnaire du XXe siècle, un homme aux intuitions si profondes et à l'esprit si pénétrant qu'il a souvent été comparé à Albert Einstein, brûla subitement 25 000 pages de ses écrits mathématiques. Le monde a pris une orientation qui est liée d'ailleurs au rôle grandissant des mathématiques dans la modélisation du réel. Puis, sans informer qui que ce soit, il quitta son domicile et disparut dans les Pyrénées. Personne ne l'a revu depuis plus de 10 ans. Son courrier continue de s'amasser au département de mathématiques de l'Université de Montpellier, dernière institution académique à laquelle il a été associé, et deux membres de sa famille vivant dans le sud-ouest de la France, avec qui il entretenait autrefois des contacts limités et sporadiques, n'ont plus de ses nouvelles depuis longtemps. Ils ne savent même pas s'il est encore en vie. C'est comme si Alexandre Grothendieck avait purement et simplement disparu de la surface de la Terre. Là, j'ouvre le Sciences et Vie, je tombe sur cette page Grothendieck. Mais où est passé le génie des maths? Et je dirais qu'il ne cherche pas à décrire le monde, il cherche à décrire l'harmonie du monde. Il est totalement en rupture par rapport à la méthode standard d'approche des mathématiques. Il est anarchiste, quoi. C'est au bon sens du terme, c'est-à-dire ni Dieu ni maître. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es complice ou pas de telle ou telle institution dans ce qu'elle peut avoir de mécanique, de faux, etc. C'est possible que les indications qu'on avait soient fausses, enfin qu'il était là il y a 1 an ou 2. Et son départ extrêmement mystérieux, pour des raisons plus ou moins anecdotiques, fait que tout le monde cherche à comprendre pourquoi et comment quelqu'un qui était si identifié à la science, aux mathématiques, a pu tout d'un coup s'en attacher aussi facilement. Tout jeune thésard, dans ma génération précise, une histoire de génération, ne pouvait qu'avoir envie de rencontrer Grothendieck. Quelqu'un qui est comme ça, au sommet de la gloire, avec une médaille Fields, prof au Collège de France, dit finalement c'est pas l'essentiel, je pense que j'ai mieux à faire que ça. On m'a toujours dit c'est un homme qui est reclus, puisque c'est vrai qu'il vit en arrière, quoi. Elle a entendu une chose, Grothendieck, monsieur Alexandre, lui aurait dit la fin du monde, elle va venir. Et puis le jeune homme est parti, et elle n'a jamais revu ce jeune homme. Je sais qu'il y a le Japon qui a écrit. L'école des mathématiciens japonais. C'est l'une des dernières photos du mathématicien. Elle remonte à près de 20 ans. Alexandre Grothendieck mettait un point d'honneur à vivre reclus. Certains pensaient même qu'il avait disparu. Dans ce village de l'Ariège, l'homme a marqué la population avec ses lubies comme demander pardon aux mauvaises herbes. Le scientifique gardait sa porte close et recevait seulement sur rendez-vous. Nous, on ne le voyait jamais. Il vivait en ermite, quoi. On ne le voyait jamais. Même pas dehors. Moi, je ne me souviens même pas l'avoir vu dehors sortir ni rien. On disait qu'il vivait la nuit. Beaucoup d'étrangers sont venus, des Chinois, des Japonais, des Américains. Ils essayaient de lui parler, mais jamais ils voulaient leur adresser la parole. Car Alexandre Grothendieck fascine. Un homme aux intuitions si profondes et à l'esprit si pénétrant qu'il a souvent été comparé à Albert Einstein. Même reclus depuis les années 90, il reste un génie des mathématiques du XXe siècle. Dieudonné a souvent dit, au moment où il s'est agi de lui faire soutenir sa thèse, on avait le choix entre 6 travaux, dont chacun était suffisant pour faire une thèse.
Visionnaire, prodige, il résout en quelques mois ce que d'autres mettent des années à étudier. L'homme révolutionne la géométrie algébrique. Récompensé par la médaille Fields en 1966, il la refuse, tout comme un prix de 450 000 €. Dans les années 70, il quitte même l'Institut des hautes études scientifiques créé pour lui, quand il apprend que le ministère de la Défense le finance. Il a commencé à se brouiller avec tout le monde et son activité mathématique peu à peu a laissé la place à une activité militante, mais assez naïve aussi. Écologiste, pacifiste, ce fils d'anarchiste russe et de journaliste engagé laisse derrière lui plus de 20 000 pages de notes et de courriers. Un trésor dont dispose l'université de Montpellier et qui a tout d'une équation à plusieurs inconnus. Vous ne connaissez peut-être pas son nom et pourtant il a durablement marqué la science. Alexandre Grothendieck est mort jeudi à l'âge de 86 ans. Alors Jean-Michel Cantor, vous êtes mathématicien et historien des mathématiques. On dit souvent qu'Alexandre Grothendieck est considéré comme le plus grand mathématicien du XXe siècle. C'est d'ailleurs une expression qu'on a utilisée sur notre site et qui a beaucoup fait réagir. Alors si on devait résumer, pour les internautes qui ne sont pas experts en la matière, si on devait expliquer quel est l'impact d'Alexandre Grothendieck sur les mathématiques. Écoutez, je ne suis pas expert du domaine où Grothendieck a montré le plus grand nombre de résultats. Il a une œuvre colossale, il a touché à plusieurs domaines, mais l'essentiel des mathématiques où il a apporté une véritable révolution, c'est la géométrie algébrique. Qu'est-ce que c'est que la géométrie algébrique? C'est une discipline où on traite de manière algébrique de l'espace, de la géométrie. Grothendieck a révolutionné cette discipline en faisant éclater même la notion d'espace, et à tel point que la géométrie algébrique rayonne dans d'autres domaines éloignés. Elle a remis en cause la manière dont on traitait la topologie, la géométrie classique, et en plus elle a maintenant des débouchés, des développements du côté de la logique, et même la remise en cause de la notion d'ensemble. Alors ça c'est pour les sujets qu'il a traités, mais si on comprend bien aussi, Alexandre Grothendieck, c'était aussi des méthodes de travail qui ont marqué ses collègues. Il a eu une personnalité extrêmement forte, puissante, qui s'est révélée très jeune, puisqu'il est arrivé déjà, un de ses premiers travaux, c'était de reconstruire, sans le savoir, il reconstruisait la théorie de l'intégration de Lebesgue qui avait 40 ans d'âge, 50 ans d'âge. Il a apporté à son professeur à Montpellier un manuscrit qui correspondait à la théorie de l'intégration de Lebesgue. Et il a montré une personnalité tout à fait exceptionnelle, qui s'est révélé pas seulement dans son œuvre mathématique, mais dans sa remise en cause systématique de la notion d'espace, des notions principales des mathématiques, et plus tard, comme vous savez, aussi des situations politiques et sa mise en cause de la situation politique contemporaine. Donc si on devait le caractériser, pour ceux qui ne le connaissaient pas là-bas, c'est qu'il est un peu anticonformiste, il cherchait à chaque fois comme ça à remettre en cause ce qu'on considérait comme acquis. Je pense que c'était sa méthode de travail, sa méthode de pensée, que de remettre tout systématiquement en cause dès le départ. Donc ça l'a conduit à des réflexions parfois qu'on a eu du mal à suivre, à des réflexions philosophiques, spirituelles, spiritualistes, mystiques, mais ça a été aussi sa méthode en mathématiques. Et je peux, à ce sujet, vous lire une description qu'il fait lui-même, parce qu'il faut dire qu'il a... Il a écrit des milliers de pages de documents autobiographiques où il cherche à comprendre comment lui-même fonctionne. Donc il a été chercher des textes religieux, philosophiques, psychanalytiques, beaucoup de textes d'ailleurs auxquels on n'a toujours pas accès. On a accès à certains de ces textes. À un moment, récemment, ces dernières années, il a demandé que les bibliothèques soient expurgées de tout texte dont il était l'auteur, de tout manuscrit, de tout texte dont il était l'auteur. Mais on a tout de même un certain nombre de documents. En particulier, il y a un texte magnifique qui sera sans doute un jour à la disposition des lecteurs qui s'appelle « Récolte et semailles ». Et je vais vous lire une description de sa méthode de travail dans « Récolte et semailles ». Il dit la chose suivante. « Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique, à quoi pour certains semblerait se réduire le travail mathématique. » Autrement dit, pour lui, ce n'est pas seulement démontrer des théorèmes, c'est aussi penser. « Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix dure et lisse dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple, on pose le tranchant du burin contre la coque et on tape fort.
Au besoin, on recommence jusqu'à ce que la coque se casse et on est content. La deuxième approche, on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement, pourquoi pas. De temps en temps, on frotte pour qu'elle pénètre mieux. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois. Quand le temps est mûr, une pression de la main suffit. La coque s'ouvre comme celle d'un avocat, mûr à point. Quand le temps est mûr, c'est une pousse délicate qui aura percé la coque, comme en se jouant, ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même pour lui laisser passage. Donc là, si on comprend bien du coup l'exemple que vous prenez, sa manière un peu d'aborder les mathématiques, c'était un peu en douceur. Absolument, c'est une réflexion approfondie. D'ailleurs, on constate que le texte, le style littéraire lui-même est de qualité. Et c'est ce qu'il dit, c'est une réflexion approfondie qui demande du temps et qui arrive à simplifier les notions mathématiques, introduire les bonnes notions, les bons résultats, les bons lemmes pour arriver en douceur à la vérité crue. Alors, il y avait juste un dernier point que je voulais aborder avec vous aussi. Là, on a parlé du mathématicien, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte aussi d'aura derrière ce personnage, de par ses positions politiques? Écoutez, l'aura, déjà, il faut dire qu'il y a une aura, c'est considéré comme un maître chez les mathématiciens. Mon ami Pierre Deligne, qui a été son élève préféré, a dit qu'il existait dans l'inconscient des mathématiciens depuis de nombreuses années. Et puis, la personnalité de l'homme qui a refusé les honneurs, qui a refusé toute compromission. La médaille Fields, il a refusé le prix Crawford aussi. Et puis qui a quitté la société de ses collègues, puis toute société pour aller s'isoler dans un endroit au fond de l'Ariège où il est mort. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a eu des principes rigoureux qu'il a menés jusqu'au bout, bien sûr. Quelqu'un qui a marqué en fait la communauté scientifique tout en la rejetant d'une certaine manière. Je pense, d'abord, il restera dans l'esprit et dans la mémoire comme inspiration aussi chez les mathématiciens, bien entendu. Merci beaucoup Jean-Michel Cantor. Un article revenant sur la vie d'Alexander Grothendieck est à retrouver sur le site du Monde, ainsi qu'une lettre publiée en 1988 dans le journal Le Monde. Tout ça bien sûr c'est en lien en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.